le développement. Mais il y a tout de même une réalité en politique, c'est le terrain. Différent de la théorie, parce que c'est vrai, le leadership, les ambitions que vous avez, vous, personnellement, pour changer l'Afrique et tout cela, peut-être ça relève, le Sénégal, oui, c'est important. Donc ça relève plutôt de la théorie, alors que, comme je vous ai dit, vous êtes en face de leaders politiques qui ont peut-être fait du terrain pendant longtemps. Comme vous me l'avez dit, mais comme moi aussi je vous l'ai dit, et vous refusez peut-être d'accepter cela, ces leaders, s'ils m'avaient prouvé leur capacité, parce qu'ils ont été longtemps sur le terrain, de développer mon pays, je leur vouerai l'admiration qu'ils méritent. Je leur voue le respect qu'ils méritent pour avoir donné, pour certains d'entre eux, leur vie à ce pays. Ils ont milité, ils ont toujours voulu le progrès et l'avancement du Sénégal et de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Mais je dis qu'au finish, le résultat n'est pas bon. Le résultat, c'est que de 1 milliard de dollars en 1960 de PIB, on est aujourd'hui à 14 milliards de dollars, quand des pays qui étaient au même niveau que nous ont multiplié leur PIB par des politiques adéquates, des politiques appropriées dans tous les domaines, particulièrement l'agriculture, particulièrement l'éducation, particulièrement la santé, particulièrement dans le domaine des infrastructures. Ces pays-là ont multiplié leur PIB par 400. Ils sont considérés comme des pays, la Corée du Sud, comme des pays développés. La Corée du Sud est même membre de l'OCDE. C'est des pays où, une organisation où quand vous n'avez pas un niveau de revenu par tête d'habitant de 10 000 $, vous ne pouvez pas être membre. Donc, pourquoi, je vous donne juste un exemple pour terminer, pourquoi la Malaisie, admirative devant la Côte d'Ivoire, qui avait commencé un élan de développement extraordinaire dans les années 60, disait qu'elle voulait être comme la Côte d'Ivoire. Elle prenait la Côte d'Ivoire comme modèle, parce que Houphouët-Boigny avait fait un plan directeur de développement de son pays de 1963 à 2010, pratiquement sur 50 ans, et commençait à faire un excellent travail. Et la Malaisie voulait prendre la Côte d'Ivoire comme référence et comme exemple. Regardez aujourd'hui la situation. Il y a un problème de leadership. Et ça, vous savez, en plus, moi, je ne suis pas un professeur d'université enfermé dans son bureau en train d'écrire des livres, des théories de développement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pratiqué, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai compris et je me suis impliqué. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le développement de mon pays pendant 10 ans? Toutes les contributions que j'ai apportées, la coopération avec les pays arabes, la coopération avec l'Inde, le retour de la Chine, la coopération avec les États-Unis, le MCA que nous avons signé, beaucoup d'autres programmes de coopération que j'ai apportés, amenés dans mon pays, bien entendu sous la houlette du chef de l'État, parce que je travaillais pour un président qui définissait la politique extérieure de la nation et qui demandait à quelqu'un d'exécuter cette politique, et c'est moi qui ai exécuté cette politique. À sa satisfaction et à la satisfaction des Sénégalais. Donc je pense que je n'étais pas sur le terrain de la théorie, j'étais sur le terrain de la pratique. Oui, un autre élément quand même important, ce sont des partis ou coalitions, de grandes coalitions, je cite la coalition au pouvoir, comme les autres coalitions de l'opposition. Vous allez donc devoir faire face à ces appareils-là. Sous ce rapport, quelle chance de Cheikh Tidiane Gadio? Aucune crainte, parce que le plus grand appareil, la plus grande institution, c'est le peuple sénégalais. Si moi, dans notre discours et dans notre message, nous transformons la sympathie du peuple sénégalais pour nous et des citoyens sénégalais pour nous en engagement électoral à nos côtés, nous n'avons aucune crainte d'aucun appareil, d'aucune coalition. Ça, c'est important pour nous. Vous savez que dans la transformation de la politique à l'ère moderne, on note que beaucoup de citoyens ont une désaffection des citoyens par rapport à la chose politique. Dans beaucoup de pays, vous voyez presque parfois une majorité qui ne va pas voter. Et le discours politique citoyen que nous développons s'adresse à cette majorité souvent silencieuse, qui n'aime pas ce qu'elle voit, au point de s'en détourner complètement, et de laisser son pays, le pouvoir, à des mains inexpertes ou à des mains qui ne sont pas réellement qualifiées. Donc nous, notre message s'adresse à cette masse critique de Sénégalais. Et nous pensons que, vu les tensions politiques qu'il y a dans ce pays, la gravité de la situation, le tournant historique, que les Sénégalais vont opter pour une rupture. Et opter pour une rupture, c'est opter pour une société, pour une nouvelle société. Et nous pensons incarner cette rupture, nous allons le prouver aux Sénégalais. Et je dois terminer par le fait maintenant que nous avons une coalition. Nous n'avons pas encore révélé aux Sénégalais. Nous continuons d'en tisser des ramifications. Dites-nous sur qui vous comptez. Quels sont les partis qui vous soutiennent? Je vous l'ai dit, je compte sur deux choses d'abord. Sur le peuple sénégalais, fondamentalement, et les citoyens sénégalais. Et je compte sur mon engagement, moi, mes camarades, notre mouvement,
le mouvement politique citoyen Louis Jodna, nous comptons d'abord, comme on dit, sur nos propres forces. Nous avons des forces alliées. Et vous savez une chose, j'ai vu beaucoup de déclarations dans les médias où des partis font des déclarations de ralliement disant que Omar Nying a rallié mon mouvement. Oui. C'est pas comme ça. En politique, vous laissez la personne qui vous a rallié faire une déclaration pour dire que j'ai rallié tel et donner les raisons. Et nous attendons le moment venu, le moment propice, chacun a sa stratégie de communication. Ceux qui doivent venir annoncer le ralliement à la coalition Gadio président, ils feront leur déclaration, ils diront pourquoi. Et c'est là où c'est important pour les Sénégalais de savoir que, un, Gadio n'est pas seul. Deux, il y a des Sénégalais, des mouvements, des organisations, des partis politiques qui ont décidé de travailler avec lui et qui vont expliquer les raisons, eux-mêmes aux Sénégalais. Ce n'est pas à moi de le faire. Oui, donc vous voulez dire que Gadio rejoindre quelqu'un, c'est exclu? Mais c'est absolument exclu et vous me donnez même l'occasion de dire aux Sénégalais de traiter tout dirigeant qui les voit dans le secret d'une petite réunion pour leur dire que Gadio et moi avons signé un pacte, Gadio va me rejoindre, de les traiter de dirigeants qui ne sont pas sérieux. Pendant un moment, on a parlé de trio, Youssou Ndour, Cheikh Tidiane Gadio. J'arrive parce que il y a des dirigeants, je les connais, nous les avons identifiés. On est connus au Sénégal comme des personnes correctes, consensuelles, on n'entre pas dans des polémiques, on n'entre pas dans une certaine forme de politique que nous détestons, la politique politicienne, les manœuvres, les deals, nous ne sommes pas dans ça. Mais il y a des leaders qui disent à nos militants, à nos cadres, et qui disent à certains Sénégalais, Gadio et moi avons un pacte secret, nous allons nous retrouver, il va venir travailler avec nous. Je dis solennellement aux Sénégalais que de prendre ces leaders-là comme des gens qui ne sont pas sérieux. Qui sont ces leaders? Et de les considérer comme des gens potentiellement dangereux pour l'avenir du pays, si c'est comme ça qu'ils comptent apporter la rupture. Vous parlez la rupture, non, mais je suis... Non seulement ceux qui sont concernés vont se reconnaître, mais comme j'ai dit, je leur lance un premier avertissement. Et maintenant, s'ils veulent voir l'autre face d'un combattant politique, citoyen, déterminé à défendre la vérité, qu'ils continuent. Et un jour, je ferai un point de presse et je les nommerai et j'expliquerai ce qu'ils sont en train de faire qui n'est pas sérieux. Je n'ai jamais dit, je ne me suis jamais assis avec aucun leader sénégalais, aucun candidat, je veux dire plutôt, aucun candidat à l'élection présidentielle, même pour négocier programme, pour négocier alliance. C'est totalement faux et c'est fabriqué. Et ce n'est pas très bien. Alors c'est ces mêmes personnes qui véhiculent le message, oui, Gadio a certes fait une déclaration de candidature, mais depuis lors il a renoncé, il n'est plus candidat, etc. Ce n'est pas sérieux. Je suis non seulement candidat, mais candidat tellement convaincu de la justesse de notre vision, de la justesse du combat et qui a vérifié le soutien citoyen qu'il a dans ce pays, que je suis absolument convaincu que je mène non seulement une bataille juste, mais que nous menons une bataille pour gagner. Oui. Vous n'avez par exemple vous n'avez jamais pris langue avec Youssou Ndour ou Baratal? Youssou Ndour et Baratal sont des amis. Oui. Nous avons lancé ensemble des mouvements citoyens. Moi, j'ai donné une orientation particulière à mon mouvement. Eux aussi ont donné une orientation particulière. Nous avons été une sorte de triplé, n'est-ce pas, un groupe d'amis pendant assez longtemps. Sur la question stratégique de comment organiser, comment nous engager ensemble, en tout cas par rapport aux récentes discussions qui ont eu lieu et le pacte qui a été signé entre Youssou et Baratal, Cheikh Tidiane Gadio n'était pas impliqué. Et je me suis retrouvé dans la presse, interpellé par certains, disant que j'étais dans une coalition. Je souhaite cette coalition. Je souhaite cette coalition et je souhaite prendre le leadership de cette coalition. Youssou est un ami, un homme très populaire qui a beaucoup fait pour son pays, pour qui j'ai non seulement du respect, mais une immense admiration. Et lui me le rend très très bien. Baratal est une sorte d'icône nationale du secteur privé, du self-made man, du Sénégalais que nous aimons, c'est-à-dire le Sénégalais qui sait lutter, compétir et gagner. Baratal l'a symbolisé. Donc si j'ai ces deux frères et amis avec moi dans une coalition, je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, nos stratégies sont là, chacun est en train de déployer sa stratégie. Rien n'est final, rien n'est définitif. On est dans une période de grande incertitude politique et électorale dans ce pays. J'espère qu'on en parlera. Mais au total, Youssou, Bara et Gadio, c'est tout à fait une possibilité. On ne l'a jamais exclu. Mais parfois, certains au Sénégal sont des spécialistes
de l'expression danser plus vite que la musique. Parfois, ils vont plus vite que Bara, Youssou et Gadio, qui nous laissent tranquilles. Nous sommes des patriotes, nous sommes des citoyens, nous aimons notre pays. Et le moment venu, si nous avons un message commun à leur délivrer, nous le ferons. Oui, vous dites compter sur les Sénégalais, les citoyens sénégalais qui constituent, disons, la majorité des citoyens qui ne s'intéressent pas aux partis politiques. Mais quand même, Cheikh Tidiane Gadio, c'est 9 ans et demi sur 12 auprès du régime qu'il combat aujourd'hui. Ça, peut-être, ces Sénégalais ne l'oublient pas. Alors, quel est le type de discours que vous comptez leur servir qui va peut-être les convaincre? Deux choses. Encore une fois, on a toujours eu, mes amis de la presse, certains amis de la presse, une divergence sur la question. Oui. Je dis qu'il y a l'appréciation du peuple sénégalais que j'ai servi pendant 9 ans et demi, à l'appréciation sous forme de Gatchengalama. Vous avez rempli votre mission auprès du chef de l'État, nous vous félicitons. Le président de la République lui-même a félicité plusieurs fois son ministre des Affaires étrangères et les Sénégalais étaient satisfaits du travail que j'ai accompli à la tête de ce département. Donc, je ne vois pas, quand vous avez un satisfait de la personne qui vous a confié une mission, du peuple que vous avez servi, pourquoi avoir un problème avec cela? Un. Deuxièmement, j'aimerais insister sur un point particulièrement. Je suis en train de parler avec les Sénégalais de l'avenir, de comment construire notre pays. Je ne suis pas en train de leur parler de comment revisiter les 9 ans ou les 7 ans ou les 8 ans que j'ai pu passer avec le gouvernement. Et comme je l'ai dit, par honnêteté, je ne renie pas une seule seconde du temps que j'ai pu passer à servir mon pays auprès du président Abdoulaye Wade. Et chaque fois que j'ai eu à émettre un avis au président sur une question, quand nous étions en accord total, il n'y avait pas de problème. Quand nous étions en désaccord, je suis allé exprimer mon avis. Le président me connaissait comme plusieurs fois on l'a rapporté d'ailleurs, que le président disait Gadio lui dit la vérité. Parce que c'est comme ça que je me suis comporté auprès de l'autorité suprême, le président de la République de notre pays. Donc, je suis aussi peut-être une des rares personnes qui a daté, périodisé le moment où les divergences ont commencé. Pendant 7 ans, avec le président, on était en harmonie sur tous les dossiers. Jusqu'au moment où on a eu un début de divergence et de rupture, et ça s'est amorcé précisément, comme je l'ai dit, quand j'ai senti que l'histoire qui flottait un peu dans l'air d'un projet, la tentation d'une dévolution dynastique, n'était pas que de la théorie, que ça prenait forme et que c'était une réalité. Et c'est quand ça arrive à un niveau d'accélération que la rupture était inévitable. Je dois dire d'ailleurs que certains disent qu'eux, ils ont dénoncé cette dévolution depuis longtemps, etc. Je mets au défi n'importe quel leader sénégalais de nous dire en 2007, dans la campagne électorale qu'il y a eu, les cassettes sont là, les vidéos sont là, de prouver aux Sénégalais qu'ils avaient déjà attaqué le thème de la dévolution dynastique. Le mouvement politique citoyen Louis Jotna réclame la paternité du combat frontal contre la dévolution dynastique du pouvoir, malheureusement, qui a été un projet du président Abdoulaye Wade et qui l'a fait déraper et créer une situation extraordinaire dans son pays. Ça, c'est un message délivré à Idrissa Seck, lui qui le réclame. Il n'y a pas que lui. Oui. Beaucoup de leaders ont dit que nous, on a toujours combattu la dévolution monarchique de Wade. Ceux qui en parlent maintenant, c'est pas vrai. Regardez, vous savez, ce qu'on appelle l'archéologie des concepts, c'est-à-dire quand vous étudiez dans l'histoire l'origine des concepts, leur développement, la dévolution dynastique de pouvoir, c'est-à-dire le projet de passer le pouvoir d'un père vers un fils, vers son fils, c'est nous qui l'avons posé dans notre manifeste et qui l'avons posé frontalement. C'est devenu maintenant accepté par tout le monde. Et nous faisons même une différence que les autres ne font pas. Nous faisons une différence entre la dévolution dynastique et la dévolution monarchique. La dévolution monarchique, c'est quand le président Abdoulaye Wade se choisit par exemple un dauphin et impose ce dauphin à la tête des Sénégalais, à la tête du pays, même si ce dauphin n'est pas son fils. C'est aussi une dévolution monarchique du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous faisons cette différence. Nous parlons du projet qui est en œuvre au Sénégal, qui s'appelle le projet de dévolution dynastique du pouvoir d'un père qui souhaite qu'après son mandat, il installe son fils sous le fauteuil présidentiel.